Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, j'ai décrit les 5 premiers effets pervers de l'usage de l'anglais dans les sciences développées par les chercheurs dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Mais j'en ai identifié 14 en tout. Je vais donc continuer cette énumération. Effet pervers numéro 6. Mainmise sur l'édition scientifique. Ceux qui parlent de mondialisation nous trompent. Loin d'assister à une augmentation générale des richesses dans tous les pays, on observe que celles-ci subissent une mainmise croissante des Anglo-Américains. Ce qui est vrai sur les marchés financiers l'est aussi dans le domaine de l'édition scientifique, un secteur stratégique dans la mesure où il décide à moyen terme des politiques concernant la science et la technologie. La publication étant aujourd'hui l'un des objectifs prioritaires du chercheur, celui qui a le pouvoir de décider ce qui doit être publié et ce qui doit rester dans l'ombre possède en même temps la capacité d'orienter de façon significative les sujets de recherche, la façon de les présenter et même au fond de les penser. Aujourd'hui, les publications scientifiques s'adossent à un ensemble international et très disparate d'éditeurs où se côtoient sociétés savantes, presse universitaire et entreprises privées, parfois très puissantes. Dans ce milieu, il semble qu'aujourd'hui, la quête du profit maximal prend nettement le pas sur l'ambition qui était jadis de faciliter les échanges entre savants. Or, que constate-t-on ? Il y a déjà plus de 20 ans, 3 pays, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, détenaient à eux seuls 72% des revues scientifiques à comité de lecture. Cette part a été sans commune mesure avec leurs investissements en recherche et leur production scientifique et technique. Inversement, des géants de la science comme le Japon, la Russie, la France et l'Allemagne ne possédaient que 15% des revues scientifiques. Lorsqu'on comparait le poids scientifique d'un pays, jugé un peu arbitrairement à sa part de publications scientifiques, au pourcentage de revues qu'il éditait, on aboutissait à des différences flagrantes. 8,5% contre 2,5% pour le Japon, 5,5% contre 2,6% pour la France. La communauté scientifique française maîtrisait-elle suffisamment les revues dans lesquelles sont publiés ces résultats ? Cette question de l'Observatoire des sciences et des techniques, l'OST, pourrait être posée à l'échelle de l'Europe. À l'échelle de l'Europe continentale, car on sait que, depuis, la situation s'est fortement empirée. Il serait toutefois ridicule que les Européens se plaignent de cette situation, entièrement de leur fait. Toutefois, il est évident que ce déséquilibre est le résultat du choix d'une langue unique de publication, à savoir l'anglais, qui concentre le plus naturellement du monde l'édition scientifique vers les pays de langue anglaise ou ceux qui sont les plus proches dans leur zone d'influence. Effet pervers numéro 7. Pillage et marginalisation de la recherche non anglo-saxonne. Dans la majorité des cas, les articles de recherche fondamentale sont écrits par des professeurs et chercheurs universitaires et également par des chercheurs de laboratoires publics financés par l'État, c'est-à-dire avec l'argent des contribuables, et beaucoup moins souvent par des chercheurs de sociétés industrielles privées. Une fois rédigés, les articles sont envoyés aux éditeurs des revues auxquelles les articles sont soumis. Les éditeurs en font des copies qu'ils distribuent aux spécialistes du sujet traité, dont le rôle est d'évaluer ces articles et de décider de leur sort. Ils seront ainsi refusés ou acceptés. Quelquefois, des éclaircissements ou des modifications seront exigées en tant que condition préalable à leur publication. Le fait que l'anglais soit utilisé comme langue de publication dans la plupart des cas entraîne naturellement une concentration du processus d'évaluation dans les pays anglo-saxons, dont les chercheurs tranchent sur la forme et le fond des articles, puisque ces deux aspects de la publication scientifique sont indissociables. À de très rares exceptions près, les auteurs ne reçoivent pas de paiement pour le travail qu'ils ont effectué. Bien au contraire, les périodiques et revues scientifiques qui ont la meilleure réputation publient presque toujours à compte d'auteur. Les frais peuvent s'élever à 500, 1000 ou même 2000 € par page. Une partie de cet argent sert quelquefois à payer les spécialistes que les éditeurs
consultent pour l'évaluation des articles. Le reste est empoché par les éditeurs. Les revues et périodiques de langue anglaise, qui récoltent la part du lion de cette activité, sont ainsi généreusement engraissées par la communauté scientifique internationale. Les bibliothèques de recherche en sciences fondamentales sont soutenues essentiellement par des fonds publics. Les institutions qui ont produit, à grands frais, sur fonds publics, des résultats de recherche sont ensuite obligées de les racheter à des entreprises privées la plupart du temps. Au moment où j'avais rédigé mon livre « La mise en place des monopoles du savoir », un consortium de 64 bibliothèques de recherche canadiennes s'était ainsi aperçu que, disposant d'un budget de 50 millions de dollars, il ne pouvait avoir accès qu'à 15% de l'information disponible en ligne, sans parler de la documentation écrite. À cette situation grotesque qui s'est empirée aujourd'hui, il faut ajouter, pour les pays non anglophones, les coûts tangibles et intangibles de traduction vers l'anglais, à la publication et la retraduction dans leur langue nationale de ces mêmes articles pour leur exploitation, plus particulièrement dans le cadre du travail indispensable d'enseignement et de vulgarisation. Si ces revues sont vendues, cela ne signifie pas qu'elles soient lues nécessairement. On estime que 90% des articles publiés dans la plupart des revues scientifiques spécialisées ne sont pas lus, et cela, quelle que soit la langue. À cela, plusieurs raisons. Tout d'abord, la spécialisation est telle que la plupart des articles d'une revue, pourtant spécialisée, peuvent ne pas avoir de relation solide avec le travail qu'un chercheur effectue dans son propre laboratoire. Deuxièmement, la quantité d'informations disponibles est telle qu'il est tout simplement impossible de couvrir plus qu'une faible partie de la littérature existante, même dans une discipline donnée. Troisièmement, en dépit des précautions prises par les éditeurs, il est souvent extrêmement difficile de déterminer la validité et la portée de la plupart des travaux très spécialisés. Dans mon livre, je citais le rapport de la Commission française de réflexion et de proposition sur les publications scientifiques en langue française qui mentionnait que, dans le seul domaine de la recherche biologique et médicale, 100 000 articles de fond dits primaires étaient publiés dans le monde chaque année, alors que seulement 2 à 300, soit une proportion de 2 à 3 pour 1000, sont véritablement originaux et faisaient réellement progresser la recherche. En Amérique du Nord, la plupart des articles sont écrits par des professeurs d'université qui doivent afficher à leur palmarès un certain nombre de publications annuelles. Il apparaît clairement que ce que l'on fait parfois passer pour un grand dynamisme de la recherche aux États-Unis tient en grande partie à une agitation superficielle née du besoin vital de publier des résultats. Puisqu'on pousse les chercheurs à produire, le résultat est quantitatif, mais loin d'être toujours de grande qualité. Mais le nombre de publications contribue à l'avancement et à la titularisation. Un directeur de département et ses supérieurs hiérarchiques n'ont souvent ni les connaissances ni le temps pour confirmer la valeur des articles publiés par un professeur dans un intervalle de temps donné. Bon nombre d'éditeurs de revues scientifiques consultent généralement d'autres professeurs pour déterminer si les articles reçus doivent être publiés. Ces derniers ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps à cette activité et par voie de conséquence, une très forte proportion d'articles qui sont publiés dans la littérature spécialisée ne sont d'aucune valeur. Cela explique aussi pourquoi le pourcentage d'articles qui ne sont pas lus est aussi énorme. Ce phénomène est probablement caractéristique de notre époque. Beaucoup de chercheurs, à l'heure actuelle, essayent de publier, non pas parce qu'ils ont quelque chose d'intéressant à dire, mais pour des motifs extrinsèques tels que l'avancement de carrière, des considérations pécuniaires et la soif de notoriété. Il fut un temps où les scientifiques racontaient sans honte l'histoire de leurs découvertes, même lorsque leurs récits faisaient apparaître la fragilité de leurs prévisions ou l'indécente collaboration de tous les hasards. Ces temps sont révolus et les chercheurs d'aujourd'hui aiment faire croire qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent. J'aimerais faire ici une parenthèse.
Dans la dernière vidéo, j'avais évoqué le problème de la dégradation du rapport qualité-prix de la recherche. De 1895 à 1965, c'est-à-dire durant près de 70 ans, la science conceptuelle et l'observation ont marché main dans la main. C'est-à-dire que la théorie était vérifiée par l'expérience et que toute découverte d'un nouveau phénomène était explicable par la théorie. On arrivait donc à tout expliquer. Vers 1970, cela n'a plus marché et plus rien de vraiment fondamental n'a été trouvé. Le profane ne partage pas cette impression, car des progrès impressionnants dans la technique ont été faits depuis, mais sur la base de découvertes antérieures, comme c'est le cas en informatique et aussi dans les télécommunications. Cela crée une pression encore plus grande sur les chercheurs pour qu'ils se distinguent du lot, même si cela n'est plus que dans les apparences. Pour La Follette et Lévy-Leblond, la recherche qui fait l'objet de 90% des publications dites primaires est caractérisée par sa médiocrité et son uniformité quand elle ne fait pas l'objet de fraude scientifique pure et simple. En Europe, la pression de publier, encore faible il y a 50 ans, s'est progressivement accentuée dans un monde où les jeunes gens ayant été formés à la recherche trouvent de plus en plus difficilement des débouchés, et dans lequel la perception que le nombre plus que la qualité des publications sera important pour trouver du travail. Dans cette optique, beaucoup de nouveaux chercheurs se sont mis à publier en anglais dans l'espoir, souvent erroné, de réussir ainsi une percée de carrière en augmentant, à leurs yeux, leurs chances d'être lus. Ces jeunes deviennent souvent des chercheurs itinérants qui vont de stage en stage, dont la durée moyenne est en général d'1 à 2 ans. On peut les voir un peu partout, autour des universités, des centres de recherche. Le phénomène est international. Ils viennent d'Autriche, des États-Unis, de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni ou du Canada. Ils sont particulièrement visibles au Japon, dans la ville scientifique de Tsukuba, Tsukuba Gakuen Toshi. 1 an au Japon, après 2 ans de stage en France. 1 an en Angleterre ou en Australie, avant qu'ils ne se parachutent en Allemagne ou aux États-Unis. Ils contribuent, eux aussi, au phénomène de pollution de la littérature scientifique. En moyenne, on assiste donc à un flux d'informations scientifiques, de qualité très variable, du monde industrialisé vers les pays anglo-saxons. Ce flux, qui n'est pas le résultat direct d'un effort commercial américain, contribue néanmoins largement à la prospérité des maisons d'édition anglo-américaines, qui revendent ainsi les abonnements à leurs revues papier ou électroniques aux bibliothèques du monde entier. Bien entendu, ce flot, dont l'impact est largement positif pour les États-Unis et l'Angleterre, se traduit par des pertes sèches que le monde de l'édition des autres pays doit ainsi éponger par des prix sensiblement plus élevés, puisque leur lectorat s'en trouve automatiquement réduit. Pourtant, ces considérations pécuniaires sont relativement négligeables quand on examine les autres conséquences de ce phénomène. À quelques exceptions près, les périodiques et revues scientifiques anglo-américains deviennent ainsi les dépositaires de l'essentiel de la recherche universitaire. La tentation était grande pour tirer parti de cette situation. Les anglo-américains n'ont effectivement guère attendu pour exploiter tous les avantages que leur situation privilégiée leur conférait. Tout d'abord, à partir de ces articles, ils rédigent des indices de citation qui servent de base pour juger de la valeur des scientifiques français et francophones en particulier. Actuellement, les index de citation qui sont jugés être les plus importants sont publiés par l'Institut de l'information scientifique des États-Unis. Au moment où je rédigeais mon livre « La mise en place des monopoles du savoir », une étude faite par un professeur de l'Université de Montréal révélait que dans le seul domaine des sciences médicales et paramédicales, plus de 80% des 1208 revues répertoriées provenaient de pays d'origine anglo-saxonne. 65%, soit 790 revues, provenaient des États-Unis et d'Angleterre, alors que la France en comptait seulement 29, le Brésil 4, l'Espagne 3, la Belgique 2, la Chine 2, la Grèce 1. Il est facile de constater que tout ce qui n'est pas publié en anglais a une importance très réduite, quand ce n'est pas complètement ignoré.
Les comités universitaires qui utilisent le nombre de citations comme critère pour évaluer un professeur-chercheur sont aveuglés et dans l'erreur. Ce critère doit absolument disparaître dans l'évaluation d'un professeur-chercheur. Les Anglo-Américains s'arrogent ainsi la première place en matière de recherche scientifique. Les publications dans les autres langues sont généralement ignorées. Ainsi, Maurice Allais ne reçut le prix Nobel d'économie que très tardivement, en 1988, car tout son travail présenta au jury le problème d'avoir été publié en français. Toutefois, Maurice Allais n'obtint le prix que sur la proposition de Gérard Debreu, son propre élève, qui avait obtenu le prix 5 ans auparavant. Debreu avait poursuivi ses recherches dans les directions fixées par Allais plusieurs années auparavant. C'est ainsi que les scientifiques anglo-saxons décident, avec la bénédiction des autres pays industrialisés, qui doit être célèbre dans le domaine de la recherche et qui ne l'est pas. Comme on l'a vu précédemment, le monde scientifique anglo-américain, qui se retrouve dans l'unique position d'acteur et de jury, s'arroge bien entendu le premier prix dans tous les cas. Bien sûr, cela ne passe pas inaperçu. Michael Harrison, un professeur de l'université de Californie à Berkeley, en parlait déjà dans son livre The Technology War, publié en 1987. Cela a pour effet fâcheux de focaliser l'attention du monde scientifique sur les États-Unis et, dans une moindre mesure, sur la fraction restante du monde industrialisé pour lequel la recherche et l'innovation sont d'importance capitale. Kevin Phillips, qui fut un observateur politique et un journaliste très respecté sur la scène américaine, déclarait que, bien souvent, les compagnies américaines fabriquant des produits à très haute valeur ajoutée décrochaient les contrats internationaux non pas à cause d'une technologie supérieure à celle de la concurrence, mais parce que les clients avaient souvent l'impression, par habitude, que les produits américains étaient automatiquement plus perfectionnés, plus fiables et plus performants que ceux de leurs concurrents, car ils étaient tout simplement américains. Les ingénieurs et les représentants commerciaux de Thomson, une compagnie française malgré son nom, Airbus, Dassault et de l'aérospatiale, sont en mesure de fournir maints exemples récents pour illustrer les propos de Phillips. La crédibilité dont jouissent les chercheurs anglo-américains relève du même phénomène. On a pu le voir avec Martin Fleischmann de l'université de Southampton et Stanley Pons de l'université d'Utah. Ces deux charlatans prétendaient avoir accompli la fusion à froid de l'hydrogène en 1989. Cet exemple est loin d'être unique. Le programme de recherche sur la guerre des étoiles, lancé en 1984 par Ronald Reagan, était de la même veine, ainsi que ceux sur l'intelligence artificielle dont les promoteurs déclaraient il y a plus de 50 ans qu'il serait aujourd'hui possible de construire des ordinateurs qui pourraient penser et apprendre par eux-mêmes. Le phénomène s'est amplifié au point que l'on peut le qualifier de fraude délibérée. Par exemple, au début d'avril 2000, la société américaine de biotechnique Celera Genomics, créée par un certain Craig Venter, faisait savoir qu'elle avait établi une première séquence complète des gènes d'un être humain. 3 mois plus tard, on apprenait une deuxième fois que le séquençage était achevé, cette fois par les chercheurs d'un consortium public à dominante américano-britannique, dirigé par un certain Francis Collins. Conférence télévisée à la Maison-Blanche avec roulement de tambour et poignée de main de Bill Clinton aux chercheurs. La nouvelle fit le tour du monde et l'on put lire partout dans la grande presse que le génome humain était enfin décrypté. Par la suite, les spécialistes découvrirent que le génome avait été si bien décrypté que le décryptage effectif demanderait encore des années de travail. Quant à la séquence de Venter, la première annoncée, elle n'était toujours pas publiée à la fin de l'été 2000. Il y a 22 ans de cela, du fait que des impératifs du secret industriel. Ouais. La presse ne dénonça pourtant pas la supercherie de ces annonces et seuls des ouvrages spécialisés la mentionnent. Malgré cela, la crédibilité des chercheurs anglo-américains semble toujours intacte, conséquence lointaine mais bien réelle du rôle que le monde continue
de conférer à l'anglais dans l'édition scientifique. En dépit de ce que nous avons vu, le monde industrialisé espère toujours que les chercheurs anglo-américains vont continuer à les faire rêver. Je reviendrai sur les détails de ces diverses affaires dans une vidéo ultérieure. Il existe d'autres conséquences plus graves et qui ont fait l'objet de plusieurs litiges, dont le plus célèbre est certainement celui de l'affaire Montagnier-Gallo, à propos de la découverte du virus du sida. Lorsqu'un chercheur envoie un article à une revue américaine ou anglaise, l'article est lu par un éminent spécialiste qui est chargé d'en évaluer le contenu et de déterminer s'il doit être publié. Ce dernier se trouve ainsi dans la situation du spéculateur à qui l'on confierait des informations privilégiées sur les compagnies dont on peut acheter ou vendre des parts en bourse. Le délit d'initié est répréhensible dans la mesure où l'information est obtenue de manière illégale. Dans le cas des publications scientifiques, l'information est obtenue alors qu'elle n'est même pas sollicitée. L'affaire Montagnier-Gallo a révélé le bout de l'iceberg dans la mesure où, dans la plupart des cas, aucune poursuite n'est envisageable du fait que les preuves de culpabilité sont impossibles à établir. En 1983, l'équipe de Luc Montagnier envoya un article à la revue américaine Science dans laquelle était annoncée la découverte d'un rétrovirus soupçonné d'être l'agent pathogène du sida. Cet article fut lu et évalué par Robert Gallo, qui reçut de l'Institut Pasteur divers échantillons envoyés le 23 septembre 1983 par Luc Montagnier. La suite est connue du grand public. Pendant longtemps, l'école dominante en matière de rétrovirologie humaine, c'est-à-dire celle dirigée par Gallo, fit tout pour minimiser les travaux de l'équipe française. Cette attitude devait peser très lourd sur l'opinion de la communauté scientifique internationale, y compris en France, déclara M. Maxime Schwartz, directeur de l'Institut Pasteur, propos rapportés par Le Monde le 30 décembre 1992 en page 30. En plus de leurs autres activités, ACM et I3E, c'est ce qui veut dire Association of Computer Machinery and Institute of Electric and Electronic Engineers. Alors, ACM et I3E sont des éditeurs américains d'un certain nombre de périodiques de très bonne réputation qui publient certains des meilleurs articles dans le domaine de l'informatique et de l'électronique de pointe. Bien entendu, les équipes éditoriales qui reçoivent des articles non sollicités demandent à un certain nombre de spécialistes de les évaluer. Un professeur travaillant pour une université américaine très réputée et qui est souvent sollicité par ses éditeurs pour donner son avis sur d'éventuelles publications, nous confia les propos qui suivent, qui nous permettent de comprendre, entre autres, pourquoi il a souhaité rester dans l'anonymat. Je cite. « Au moins 90% des articles que nous recevons ne valent rien. 2% sont originaux et méritent d'être publiés. 5% sont des développements de travaux antérieurs que nous devons publier également. Enfin, moins de 1% de ces articles donnent des idées sur des nouvelles directions de recherche pouvant quelquefois conduire à des applications commerciales. Nous recevons ces articles en première exclusivité, antérieurement à toute publication. Ils nous arrivent sur un plateau d'argent, écrits dans notre langue, sans que nous demandions quoi que ce soit à quiconque. Comment voulez-vous que nous nous empêchions d'en exploiter les meilleures idées ? Même avec les meilleures intentions du monde, nous ne pouvons nous empêcher d'être influencés, de changer nos objectifs de recherche et d'utiliser les idées les plus prometteuses à notre profit. N'oubliez pas qu'une majorité de ces articles nous viennent de l'étranger et que ce qu'ils décrivent n'a jamais fait l'objet de publications antérieures, en anglais ou d'autres langues. D'autre part, nous passons facilement un tiers de notre temps, voire la moitié, à chercher de l'argent pour financer notre travail. Beaucoup de professeurs d'université travaillent sans être titularisés et n'ont aucune sécurité d'emploi. La concurrence pour les octrois de recherche, qui ont fondu comme neige au soleil ces dernières années, est féroce. Tout le monde essaye de briller, même si ce n'est que dans les apparences. Nos collègues européens ou asiatiques
sont moins contraints que dans les universités américaines et peuvent vraiment se consacrer à leurs recherches scientifiques et produire quelque chose. Dans ce contexte, vous pensez bien que nous allons exploiter toute idée intéressante pour laquelle on sollicite notre avis. Il est arrivé à certains de mes collègues de refuser la publication d'un article lorsqu'ils voulaient pirater son contenu, de façon à s'attribuer l'antériorité d'une idée qui les intéressait particulièrement. Toutefois, dans la plupart des cas, ça n'est même pas nécessaire. Nous approuvons la publication de ces articles, mais notre réseau de contact avec l'industrie nous permet d'exploiter les meilleures idées et d'en tirer les bénéfices commerciaux en premier. Nous ne sommes pas des saints. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Dans la quasi-totalité des cas, on ne peut même pas nous accuser de plagiat, faute de preuves. Gallo a perdu dans ses démêlés avec l'Institut Pasteur, car il avait reçu des échantillons, parce qu'il y avait une trace matérielle. Dans la plupart des cas, seule compte l'information, qui est dématérialisée par essence. Si vous faites la copie d'un logiciel existant, vous violez les droits d'auteur. Si vous volez une idée à quelqu'un alors que celle-ci n'a pas encore fait l'objet d'une publication antérieure et que vous travaillez dans le même domaine de recherche que celui à qui vous l'avez volé, comment voulez-vous que ce dernier soit en mesure de prouver quoi que ce soit ? L'usage de l'anglais comme outil de diffusion et de représentation de la science donne naturellement une plus grande visibilité aux travaux scientifiques des peuples anglophones et, parallèlement, marginalise ceux des autres. Et cela d'autant plus, bien sûr, que ces travaux sont justement rédigés en anglais et qu'en conséquence, ils doivent se mouler aux exigences anglophones en matière de forme et de contenu. Dans la mesure où ce sont effectivement les pays anglophones qui déterminent ainsi les normes de la bonne science, il est donc naturel que la science des pays anglophones apparaisse ainsi supérieure à celle des autres. Il est important de noter que les chercheurs travaillant dans les pays non anglophones se sont rendus ainsi très vulnérables. Tant que les chercheurs étrangers accepteront consciemment ou inconsciemment cette infériorité structurelle en ayant recours à l'anglais comme outil de description de leur travail, ils ne pourront pas pleinement le valoriser et par conséquent solliciteront les conseils de leurs maîtres anglo-américains en estimant leur collaboration essentielle. Ils seront prêts à leur communiquer tous les détails de leurs recherches, un peu comme l'étudiant de 3e cycle communique le résultat de ses travaux à son directeur de thèse, pour impressionner favorablement ce dernier, qui bien sûr a son nom sur toutes les publications, même quand tout le travail d'investigation a été fait par l'étudiant. Un ingénieur que j'avais rencontré au Japon lorsque j'y séjournais, il y a une trentaine d'années, et qui avait travaillé longtemps pour l'antenne hollandaise de l'Agence spatiale européenne, me confiait les propos suivants. Je cite : « Nous avons de nombreux projets de coopération avec les Américains dans le domaine spatial, des collaborations multilatérales avec l'Europe et bilatérales avec la France. Dans tous les projets, les Américains demandent généralement toutes les données techniques, même celles dont ils n'ont aucun besoin apparent, et ils les obtiennent sans aucune difficulté. Personne, apparemment, n'a l'idée que toutes les données que nous leur fournissons sont précieuses et qu'elles sont le résultat d'années de recherche. Les Américains n'ont strictement aucun besoin de faire de l'espionnage industriel pour savoir ce que nous faisons. Ils n'ont qu'à demander ce qui les intéresse. C'est aussi simple que cela. Nos ingénieurs, nos chercheurs et nos administrateurs se sont tellement auto-infériorisés qu'ils croient les Américains tellement plus avancés que nous dans le domaine spatial. Ils ne cherchent même pas à se protéger. Les informations que les Américains récupèrent ainsi leur épargnent des années de recherche et les aident à consolider leur position dans le domaine spatial et dans la perception que le monde extérieur a de leurs travaux. D'autre part, beaucoup de prétendues innovations américaines ne sont souvent que le fruit d'une judicieuse mise en scène et d'un discours techniciste qui n'apporte en définitive pas grand-chose de nouveau. On le voit particulièrement en informatique et dans les biotechniques, fer de lance de l'industrie américaine de pointe. Elle n'en jette pas moins de la poudre aux yeux des observateurs obsédés par l'étiquette high-tech, qui est caution de sérieux et de qualité.
Il serait beaucoup plus difficile pour les Américains de convaincre les foules si l'outil de présentation, actuellement l'anglais, était une langue étrangère qui, par définition, n'est jamais parfaitement maîtrisée. On est en droit de se demander si le litige Montagnier-Gallo aurait pu faire surface si les chercheurs français avaient publié leurs travaux en français. Cette question, que je ne suis pourtant pas le seul à m'être posée, ne semble même pas avoir effleuré tous ceux qui se sont occupés de cette affaire. Il est pourtant évident que la langue utilisée ainsi que le pays où les travaux ont été initialement publiés ont eu une importance capitale dans l'émergence du contentieux. Si toutes les publications de l'équipe de Montagnier avaient été faites en français, en France, le problème de l'antériorité de la découverte du virus du sida ne se serait même pas posé. L'Institut Pasteur n'aurait eu aucun mal à prouver très rapidement l'utilisation illégale de ces souches virales et toucherait 100% des bénéfices rapportés par les brevets que la découverte du virus lui a ainsi permis de déposer, sans que ces bénéfices ne soient grevés de frais d'avocat et de justice. Au Japon, on peut constater que les chercheurs japonais qui reçoivent les deniers publics sont souvent dans l'obligation contractuelle, lorsqu'ils veulent et qu'ils peuvent légalement publier leurs travaux, de les communiquer en priorité à des journaux et revues scientifiques publiés au Japon, en japonais. Ces derniers n'acceptent et ne publient que les meilleurs articles décrivant des travaux qui contribuent réellement au développement scientifique et technique dans la discipline considérée. Les articles qui sont refusés sont généralement traduits en anglais par leurs auteurs qui cherchent alors à les publier dans des revues américaines ou européennes. Cette pratique n'a pas augmenté le nombre d'abonnements aux revues scientifiques japonaises des bibliothèques étrangères, à l'exception peut-être de la Chine et de la Corée, mais elle a accompli l'équivalent. Bon nombre de succursales de compagnies étrangères et de délégations gouvernementales diverses traduisent sans relâche pratiquement tout ce qui est publié en japonais dans les domaines scientifiques et techniques. Les Japonais sont les premiers bénéficiaires de cette activité, car c'est souvent eux qui effectuent ce travail de traduction qui est, comme il se doit, bien rémunéré, même si actuellement des logiciels de traduction automatisés sont employés de manière auxiliaire. Il implique d'être bilingue et d'avoir des connaissances techniques très spécialisées. De plus, la publication en langue japonaise permet tout simplement de communiquer les informations les plus intéressantes à la fraction des chercheurs et ingénieurs japonais initiés au sujet de la manière la plus efficace possible. Son but n'est pas d'exclure la traduction et la diffusion de l'information aux puissances industrielles concurrentes, mais elle introduit un délai qui est souvent suffisant pour que l'exploitation des résultats publiés puisse être démarrée en priorité par un homologue japonais, quand ce n'est pas par l'auteur de l'article lui-même. Le problème d'antériorité vis-à-vis de chercheurs étrangers concurrents est ainsi évité et les bénéfices éventuels sont immédiatement réinjectés dans l'économie japonaise. L'argent du contribuable est ainsi utilisé de manière optimale. Il n'importe pas à un pays producteur de connaissances de payer le coût de la diffusion du savoir dans une langue autre que sa langue nationale, mais bien aux utilisateurs des nouvelles idées scientifiques. Voilà pourquoi il est impératif de publier en priorité dans la langue du pays où les recherches sont effectuées, avant éventuellement de traduire pour publier en anglais. Les règles déontologiques interdisant la publication de traductions postérieurement à la publication des articles originaux favorisent en fait le pillage de la recherche non anglo-saxonne. Jean-Marc Lévy-Leblond nous rappelle qu'une des conséquences de l'anglomanie dans les sciences a pour fâcheux résultat, chez les chercheurs français, de négliger ou d'ignorer les travaux de leurs homologues publiant en français, qu'ils soient contemporains ou plus anciens. Il indique par exemple qu'une meilleure connaissance des travaux séculaires d'Henri Poincaré, écrits en français bien sûr, aurait pu, il y a une trentaine d'années, donner aux chercheurs français une avance certaine dans le domaine si couru du chaos. Écrire la science en français, peut-être, mais la lire en français, entre autres, sûrement. L'exemple contemporain de Maurice Allais, l'oublié du Nobel jusqu'en 1988, qui a été cité précédemment, le confirme pleinement.
L'intolérance des dominants nous amènerait à elle seule à rejeter l'idée d'une langue scientifique unique. En effet, les étrangers non anglophones ne sont pas accueillis les bras ouverts. Ils ne peuvent publier dans les revues américaines que des textes qui vont dans le sens des théories en vogue dans les pays anglo-saxons. Les idées des grands novateurs comme Lavoisier, Pasteur ou Sadi Carnot seraient pillées ou rejetées. Passer sous de telles fourches codines, n'est-ce pas payer trop cher une notoriété qui ne peut être alors que de pauvres allois? La suite dans la vidéo numéro 12. Bonne fin de journée à tous.